Moi, je Ouais, comprends on est chez Félix et Émilie, c'est ça. Ben non, en fait, OK. faut dire Saveur et compagnie. Ça s'appelle OK, Saveur et bon. compagnie, mais je pense que tous les gens qui viennent ici connaissent Félix et Émilie, le couple qui est propriétaire. C'est tellement personnalisé, accueillant. La seule place de toute la région où tu peux boire un expresso. Fait que tous les amateurs de bon café et de bonne bouffe viennent ici. Ah, bon. Tout petit, c'est fin, c'est. Oui, bon, c'est sympathique. Très, très sympathique. Oui, très beau. Fait que. Félix, je vais te prendre un Americano. Toi, tu prendrais quoi? Prendre un allongé, moi. Allongé? Oui. Je suis en compagnie de M. Benoît Giroir, qui est président de l'Union paysanne. Bonjour, monsieur. Bienvenue Bonjour. à notre émission. Je voulais savoir, M. Giroir, pour vous, bien connu une figure connue dans le monde de l'agriculture, qu'est-ce qu'il en est de l'Union paysanne pour la majorité des gens? Alors, je veux dire, j'aimerais avoir le parcours, l'idéologie derrière ça, puis comment ça partit. Bon, il y a à peu près 6 ou 7 ans, autour de 2001, on est arrivé à une espèce de conjoncture là, au Québec où on est passé de 3 millions et quelques de porcs à 7 millions. Donc autant de porcs, sinon plus que de population, qui a amené des crises partout dans les campagnes. Il s'est formé à la suite de ça une série de groupes de citoyens partout qui ont lutté, dans le fond, pour reprendre possession de leur ville et village. Parallèlement à ça, au Québec, les agriculteurs, depuis les 30 dernières années, ne sont pas libres de s'associer comme à la Charte des droits des Nations unies. C'est-à-dire qu'on est forcé de payer une cotisation à l'Union des producteurs agricoles. Alors, il y a eu des groupes d'agriculteurs qui ont tenté de lutter depuis les 30 dernières années, mais les groupes naissent, s'éteignent un après les autres en dedans d'un an ou deux. Alors, parallèlement, bien là, il y a un groupe d'agriculteurs qui a joint ces gens-là. Alors, tout ce monde-là s'est mis ensemble pour dire qu'est-ce qu'il faut changer, entre autres au Québec. Une des premières choses, ça a été la mainmise de notre agriculture, la mainmise qu'a l'Union des producteurs agricoles sur notre agriculture. Alors, ces gens-là se sont mis ensemble pour former l'Union paysanne. Ils se voulaient une alternative au modèle agro-industriel, au modèle dominant, finalement, l'agriculture de masse, l'agriculture chimique. Pour essayer de favoriser l'émergence d'une paysannerie au Québec, qui existait, là. On n'a pas inventé la roue, mais on dit que pour qu'une chose existe, il faut la nommer. Donc, l'Union paysanne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a nommé les choses. Quelles sont les principales revendications de l'Union paysanne, de façon générale, globale? Premièrement, ce qu'on demande, c'est une vraie politique agricole, parce qu'on n'en a pas. C'est-à-dire que depuis les 30 dernières années, on a délégué l'agriculture à un lobby, en fin de compte, qui est l'Union des producteurs agricoles. Il faut bien comprendre que le Québec, c'est le seul endroit au monde où il y a une situation semblable. Alors, le ministère de l'Agriculture s'est retiré, si on veut, de la gestion courante, parfois, de l'agriculture, disant, bien, de toute façon, on n'a pas à s'en occuper, l'UPA s'en occupe. Donc, alors, il faut revenir à ce que le MAPAC retrouve son leadership. Alors, lorsqu'on parle du MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec. Voilà. Donc, retrouve son leadership, développe une première et vraie politique agricole axée sur le fait de nourrir les Québécois en premier lieu. Pour nous, c'est ça qu'il faut développer, c'est une politique agricole qui va nourrir les Québécois en qualité puis en quantité. Première chose, ça, c'est la première importance. La deuxième, c'est sûr qu'il faut toucher au monopole syndical que détient actuellement depuis 30 ans. Puis on est le seul endroit au monde où c'est comme ça, l'Union des producteurs agricoles. Et ensuite, réorienter les subventions. Pour l'instant, l'Union paysanne ne parle pas d'augmenter les subventions à l'agriculture. On parle de réorienter. Je vais donner un petit parallèle très rapide pour faire comprendre aux gens. L'an passé, le secteur du porc a reçu en assurance stabilisation, ça veut dire que c'est une assurance qui stabilise les prix lorsque le prix est trop bas, l'équivalent de 347 millions de dollars. Le secteur biologique a reçu 1 million. Hein, on le voit, là, c'est complètement disproportionné. Disproportionné. Puis si vous faites un vox pop auprès des gens, puis vous leur demandez, à votre avis, là, vos taxes, là, vous aimeriez qu'ils servent à quoi? À produire du porc à outrance, parfois pour des marchés d'exportation, ou peut-être à soutenir de l'agriculture biologique, de local, terroir, la ferme à dimension humaine? La réponse, elle est quasiment unanime. Ça s'en va vers ce secteur-là. Et pourtant, le gouvernement est complètement à l'envers. J'ai eu la chance d'avoir un père que... Qu'est-ce que faisait ton père? Qu'est-ce que faisait ton père? Médecine douce, médecine naturelle. C'est à la retraite maintenant. En gros,
C'est un gars qui a encouragé ses gars à aller dans les... On est 5 gars, une fille chez nous, qui les a encouragés à aller dans des chemins... Merci. Il me disait, tu sais, globalement, là, si tout le monde va à gauche, là, forcez-vous donc d'aller à droite. Si tout le monde va à droite, forcez-vous donc d'aller à gauche. Battus, ouais, si possible. D'explorer le plus possible. Puis là-dessus, je dois aussi dire qu'il y a l'éducation qu'on a reçue. Moi, je suis dans les dernières batches. Il y en a encore des collèges privés, mais j'ai été 5 ans dans un pensionnat pour gars, juste des gars. Je peux pas te dire la solidité académique de société qu'aujourd'hui, je suis obligé de dire que le fruit est là. Le fruit est de la famille, c'est sûr, mais ça a poussé là aussi. Je lis le discours de l'Union paysanne lorsqu'on fait nos recherches. On entend des phrases telles que, je ne sais pas moi, donner un visage humain à l'agriculture, que les producteurs, à large échelle, ont perdu la connaissance de la nature. Est-ce que c'est pas aller un peu trop fort, puis polariser un débat, puis créer inutilement une espèce d'animosité entre le producteur, puis finalement le producteur à dimension plus modeste? Non, la réalité, là, je me souviens, lorsque j'étudiais à l'école d'agriculture, j'avais fait une espèce de panneau avec des semences qui étaient dans des petits sacs. Il fallait soulever les semences, puis le nom de la semence était en arrière. Et j'exposais ça dans des foires et on faisait des tests, il y avait des prix à gagner. Là, bon. Il y avait une vingtaine de semences dans des petits sacs. Ouais. Là, il fallait demander aux gens qui venaient. Donc, savez-vous c'est quelle semence, quelle semence, quelle semence, quelle semence, ainsi de suite. Et si tu savais la quantité d'agriculteurs de métier qui sont plus capables, et c'est une réalité, d'identifier les semences, parce que de toute façon, elles viennent en immenses poches par les compagnies. Elles sont de couleur, parce que généralement, ils ont reçu des fongicides ou des trucs pour les protéger contre toutes sortes de choses qu'on n'a pas besoin, par exemple, en agriculture bio ou dans le terroir. Donc, ils sont roses. Alors, la capacité même à identifier les semences, c'est perdu. Des métiers traditionnels comme celui de l'abattage à la ferme, c'est perdu. Il y a toutes sortes de choses qui actuellement se perdent en agriculture parce qu'on est rendu dans une agriculture productiviste, industrielle, déconnectée de l'environnement. Et on ne peut pas changer si on n'en prend pas conscience. Donc, oui, effectivement, il y a une nécessité de dire que l'agriculture doit redevenir à dimension humaine, à visage humain, que l'agriculteur a un rôle très précis, qu'il doit jouer au-delà du rôle juste économique. Tu sais, la quantité de journalistes qui viennent chez nous, là, deux affaires qui disent... T'es bien sollicité, t'es beaucoup sollicité. Oui, assez sollicité. Puis qui disent deux affaires. Ben, d'un, des fois, aussi, le gars, tu sais, c'est sûr que ça ne cadre pas. Fait que c'est bien intéressant. Ça fait une bébite médiatique. Un gars qui a... J'ai pas de télé chez nous. Je suis branché sur Internet, par exemple. Je suis pas rétrograde, là. Mais la télé, c'est un choix parce que... Hey, c'est 24 heures, 25 heures de moyenne au Québec par habitant d'écoute. Semaine, oui, si on fait 24-25 d'heures d'écoute. C'est une journée. Pris morceau par morceau sur 7 jours, c'est pas trop pire. Mais si tu prends une personne, dis, regarde, on va te faire vivre d'une seule traite, là, ce que ça représente 25 heures assis sur tes fesses à regarder la TV. Excuse-moi, là, je suis bien content. Je veux dire, mais ça n'a pas d'allure. Moi, j'ai jamais écouté 24 heures de télé par semaine. Là. Mettons que j'en faisais 10-12. Mais là, je me suis dit, si je récupère ces 10-12-là, qu'est-ce que je peux faire avec? Ça a été ça la question que je me suis posée. Et là, je me suis dit, crime, il y a tellement de livres que j'ai pas lus, que j'aimerais ça lire. Tellement d'activités sportives que je voulais faire que je fais pas. Il y a tellement je voudrais apprendre tel truc. Je sais pas, travailler le bois, par exemple. Des milliers d'affaires. Je sais pas pour les autres, mais moi, j'ai récupéré 12 heures, à peu près 12 heures par semaine. 10-12 heures que j'écoutais. C'est ça que j'ai récupéré. Regardons le portrait. L'agriculture industrielle existe depuis 50 ans. Les gens n'ont pas conscience que, par exemple, parlons du bio, que le bio, pour les gens, ils pensent que c'est neuf. Mais l'agriculture a été biologique pendant les 10 derniers 1000 ans. C'est l'agriculture conventionnelle qui est nouvelle. C'est celle qui utilise des intrants chimiques qui est complètement récente. Et en 50 ans, on a détruit les rivières, les lacs, on retrouve dans le sol